que je voudrais, c'est surtout insister sur la dynamique des choses. Alors, à la fois sur la dynamique démographique, sur la dynamique biologique aussi, puis même sur une certaine dynamique sociale, et en particulier sur la dynamique de la diffusion des progrès. Parce que, en fait, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, on est dans un mouvement, et un mouvement, on ne l'arrête pas. Et il y a beaucoup de discussions sur les limites de la durée de vie humaine, ou sur est-ce que ça peut continuer, est-ce que l'augmentation de l'espérance de vie va continuer comme ça de 3 mois par an, et pour combien de temps. Et en fait, comme il y a peu de connaissances, même parmi les gens qui en discutent, sur la dynamique des choses et sur l'inertie qui est associée, on entend beaucoup de bêtises. On entend tout simplement beaucoup de bêtises parce que il y a souvent tout simplement pas de questions à se poser, parce que ce qu'on observe, c'est la suite de mécanismes qui ont été mis en place, et quelquefois, vous allez le voir, il y a très longtemps. Et je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, Madame a parlé de 21 000 centenaires en France. Aujourd'hui, on est entre 16 000 et 17 000 centenaires en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en 2015, on en avait 26 000. Et on est passé, et voilà. On a les générations creuses, dont on pensait s'être totalement débarrassé. Les générations creuses qui sont, on dit 14-18, mais en fait non, parce qu'en 14, les gens ont eu toutes les relations sexuelles habituelles. Donc il n'y a pas de problème sur le nombre des bébés de 2015. C'est à partir de 2016 qu'on commence à manquer des bébés, et le baby-boom, c'est pas le lendemain de la guerre, il faut un certain temps. Donc, en fait, c'est en fin 2019 et 2020 qu'on va avoir à nouveau une explosion, on va avoir l'explosion des bébés. Et donc là, on est dans le creux de la vague. Et donc, en fait, la variation du nombre des centenaires, qui est vraiment, donc effectivement, une quantité qui est en explosion, littéralement, avec, vous avez dû l'entendre dire, un nombre qui est actuellement en train de doubler tous les 10 ans. Donc, quand on passe de 2 à 4 à 8, on ne le voit pas. Quand on commence à le voir, on est dans les 5000. Et ça veut dire 5 000, 10 000, 20 000, 40 000. C'est fulgurant après. Donc effectivement, on a cette idée, mais ce mouvement, il est cassé là. Il s'est cassé, et il s'est cassé très fortement, parce que les 16 à 17 000 centenaires présents au 1er janvier de cette année sont 30% de moins exactement que le nombre des centenaires qui étaient présents au 1er janvier 2015. 30%, c'est énorme, hein, un effondrement de la population de 30%. Je ne sais pas dans quelle mesure, ici, dans le cadre de l'hospitalisation privée, vous êtes aussi concerné, en charge par les populations très âgées, mais ce mouvement a traversé ce qu'on appelle les très âgés, donc les gens âgés, on ne sait pas trop à la limite, c'est les plus de 80 ans ou les plus de 85 ans, mais si on se cale à 80 ans, ce mouvement a complètement traversé cette tranche d'âge au cours des 20 dernières années. D'abord, il y a 20 ans, on a vu s'effondrer les gens âgés de 80 à 85 ans. Il y a 15 ans, les gens âgés de 85 à 90 ans. Il y a 10 ans, les gens âgés de 90 à 95 ans. On vient de sortir, là, au cours des 5 dernières années, on a eu un déficit majeur de gens âgés de 95 à 90 ans. Et donc, ça peut être des à-coups qui expliquent beaucoup de choses, des phénomènes de files d'attente. Il y a des files d'attente, il n'y a pas des files d'attente, c'est facile de trouver une place en institution ou c'est pas facile. Ça peut accélérer des mouvements comme par exemple des accélérations dans l'âge où lesquels les gens rentrent en institution, parce qu'effectivement, s'il y a file d'attente, s'il y a un brusque... en fait, s'il y a un certain effondrement de la population, on va un peu accueillir... voilà, on va être assez... pas très exigeant sur les critères pour faire rentrer, pour accepter des gens dans des maisons de retraite, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de dépendance ou de déclin cognitif. Et puis, dès que, au contraire, on va dans l'autre sens, c'est-à-dire on est après, on rentre dans les générations du baby-boom d'après la guerre de 14-18, à ce moment-là, le niveau d'exigence va augmenter, donc brutalement la population des maisons de retraite par les entrées va vieillir, mais considérablement vieillir, et en même temps présenter des états de santé considérablement dégradés. Et ça peut se jouer, vous voyez, à quelques années de distance. C'est-à-dire qu'on est
on est pris par la vitesse. Et moi, je pense qu'une grande partie, est-ce qu'on a le droit de l'appeler par la révolte des EHPAD ou des choses comme ça actuellement, s'explique par ce genre de mouvement. Brutalement, si on regarde à 5 ans de distance, on a une population beaucoup plus vieille, beaucoup plus dégradée, avec un état cognitif, enfin un déclin cognitif beaucoup plus important. Donc même si on faisait un ratio très simple en disant mais moi je ne comprends pas, j'ai à peu près le même ratio aide-soignant-lit, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai, mais enfin même si on disait j'ai à peu près le même ratio, en fait les personnes à prendre en charge ne sont pas du tout les mêmes. C'est des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui ont plusieurs pathologies, qui ont souvent des troubles physiques, et en particulier un certain déclin cognitif qui fait que ces gens ne sont pas collaborants, je ne sais pas comment dire, n'aident pas, ne facilitent pas. Et donc, si pour que les choses se passent bien, ben, tout, dans ce cas-là, prend beaucoup de temps, c'est disproportionné. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses sur lesquelles je voudrais insister, des espèces de mise en perspective générale. Et donc, pour faire ça, on ne va pas regarder là-dessus, mais ce papier-là, qui s'appelle, dont le nom est Human Aging, Usual and Successful Aging, en fait, ce papier est paru dans Science, qui est le plus grand journal scientifique, tout le monde se réfère à ce journal, en 1987, par Rove et Kahn. Et en fait, ils ont proposé un modèle, comme étant celui qu'on pouvait espérer, tout le monde devait espérer, qui est le modèle du Successful Aging. Et depuis, on n'est pas sorti de ce modèle. Ce modèle a été conçu au début des années, ou au milieu des années 80, avec ce qu'on connaissait, avec l'âge de la population, c'est-à-dire que quand on relit l'article et qu'on nous parle des personnes très âgées, de ces personnes qui doivent vivre en bonne santé jusqu'à la veille de leur mort, hein, c'est ça, en fait l'article, mais ça je veux dire, c'est pas un mauvais article, je veux dire c'est l'article qui a structuré toute la pensée, toute la recherche sur le vieillissement, depuis qu'il est paru et qui continue à structurer essentiellement la recherche sur le vieillissement. En gros, la recherche avec maladie, c'est la recherche pathologique. Donc ça c'est dégagé, ça ne m'intéresse pas. Donc déjà, après il y a le vieillissement normal. Le vieillissement normal, c'est on vieillit mais sans maladie, parce que si on a des maladies, ben, c'est pathologique. Le vieillissement normal s'accompagne d'un certain déclin. Donc effectivement, on a une incapacité. Et puis le vieillissement réussi, successful, c'est en fait, globalement, quand on lit l'article, ben, on garde toutes les capacités fonctionnelles, qu'elles soient physiques, sensorielles, cognitives, mais comme ça ne suffit pas aux âges les plus élevés d'avoir conservé toutes ces capacités, on doit en plus être socialement impliqué et productif au sein de la société. Donc c'est un véritable oxymore. En fait, vieillir avec succès, c'est rester âgé de 20 ans. Donc dans ce cas-là, ça va bien. Et à ce moment-là, les auteurs disent on vient d'assister à une révolution de la longévité. Maintenant, il s'agit de passer à une révolution, on peut rester là encore sur ça une seconde, on peut rester à une révolution gérontologique qui fait qu'on va allonger de la même façon les durées de vie en bonne santé. Et l'objectif, c'est, vous voyez, c'est écrit, c'est de rester en pleine fonction, aussi près que possible de la fin de la vie. C'est vraiment l'objectif qu'on fixe aux gérontologues et aux gériatres. C'est pas de s'occuper des gens qui se passent mal, hein, qui vont pas bien, c'est voilà, de garder tout le monde dans cet état de santé. Attendez, je vais brancher de mon côté pour voir où j'en suis. Voilà. Donc voilà, vous pouvez cliquer là à partir et donc voilà, ce que je vous disais, c'est que dans cet article, ils reconnaissent qu'il y a déjà une certaine révolution de la durée de vie, que maintenant il fallait avoir la même révolution de la vie en bonne santé. Alors on va parler de cette révolution de la durée de vie, parce que ce n'est pas de celle dont je vais vous parler, mais c'est de celle à laquelle se référait ce papier et auquel se réfèrent encore beaucoup de gens. Alors suivant, s'il vous plaît.
Et donc là, je vous montre, je ne vais pas vous en montrer beaucoup, c'est un deuxième article qui est paru dans le New England Journal of Medicine. Alors, pour le coup, c'est le plus grand journal médical. Il faut savoir que c'est ce genre de papier, on en publie un dans sa vie, on a fait sa carrière. Hein. On peut rentrer chez soi et se coucher, parce qu'à la fin de sa vie, on a un nombre de citations que n'atteindra jamais 99,9% des chercheurs. Hein. C'est des papiers qui ont été cités des milliers et des milliers de fois. Donc pour la renommée de l'institut ou de l'université à laquelle appartiennent ces chercheurs, voilà, ils ont touché leur salaire de leur vie avec ce genre de papier. Et donc cet individu, c'est James Fries, a proposé le modèle de la compression de la morbidité. Ça a été publié en 1980. Et suivante, s'il vous plaît. Et avec ce papier, on a tous découvert la rectangularisation de la courbe de survie. Et en particulier ce graphique qui a été produit, publié, republié avec des formes différentes, où on vous montre ce que devait être la courbe de survie en 1900, de ce qu'elle devait être en 1980. C'est l'année où le papier a été publié, donc c'est évident qu'aux États-Unis, en 1980, on avait des données pour les années 70. Quoi, mais bon, mais voilà, c'est l'idée que... Et puis, cette courbe de survie idéale, et puis vous voyez, alors, les deux premières semblent assez réalistes. Hein, voilà à peu près comment effectivement les gens survivaient. On mourait à tous les âges de la vie en 1900. Effectivement, en 1980, on avait réduit considérablement la mortalité infantile. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette forme de la survie idéale. La survie idéale, 97% des gens survivent à 70 ans. Il n'y a que 3% des gens qui meurent entre la naissance et 70 ans, c'est des accidents inévitables. C'est comme ça que l'affaire est vendue. Et puis, entre l'âge de 70 ans et l'âge de 100 ans, donc dans une fenêtre de temps très petite, tout le monde meurt. Et les trois courbes, celle de 1900, comme la courbe idéale, c'est celle qu'on n'atteindra jamais, hein, c'est l'horizon vers lequel on tend, mais c'est la limite en fait. Vous voyez, les trois courbes se terminent exactement à l'âge de 100 ans, avec le dernier survivant disparaît à 100 ans. Suivante, s'il vous plaît. Donc, à cette durée de vie idéale correspond une distribution des durées de vie individuelles, c'est-à-dire c'est le pendant, hein, si vous voulez, de la courbe, c'est la distribution des âges au décès, ou c'est la distribution des durées de vie, où on voit que dans cette situation idéale, l'âge le plus fréquent au décès, la durée de vie la plus fréquente, c'est la durée de vie de 85 ans. Et c'est sur cette base de ce papier que tout le monde a considéré que la limite absolue de l'espérance de vie qu'on n'atteindrait jamais, c'est 85 ans. Mais vous voyez qu'avec les premiers décès apparaissent, en fait, c'est à 73 ans, et puis les derniers décès, c'est à 100 ans. Donc une concentration absolument incroyable des décès. La distribution est normale, et donc ce qui veut dire que, et l'écart type est de 4 ans, c'est-à-dire que 66% des durées de vie s'achèvent entre 81 ans et 89 ans. Donc ce papier a été acheté par tout le monde parce qu'il y avait des avantages considérables de penser que ça serait comme ça. D'une part, on allait vivre tous de plus en plus longtemps, mais sans accumuler de vieux. Vous voyez, c'est quand même un système, en fait on vit de plus en plus longtemps, mais on n'accumule absolument pas de vieux. Et puis surtout, on devient tous égaux face à la mort. Parce qu'en gros, on meurt tous, enfin à 10 ans près, on vit tous, on meurt tous entre 81 ans et 89 ans, donc on ne perçoit pas une grande inégalité face à la mort. Donc c'est effectivement, ce papier a été, suivante s'il vous plaît, ce papier a été acheté immédiatement par tout le monde, non seulement par les auteurs du premier papier, donc les gérontologues, mais ce papier a été acheté par les biologistes, par les médecins, par les politiciens. Enfin, tout le monde a dit mais c'est merveilleux, oui c'est ça qu'on veut, c'est vraiment le futur qu'on veut, cette rectangularisation de la courbe de survie. Voilà. Alors, sur cette base-là, en fait, très vite, un collègue à moi a dit ben, on peut utiliser le modèle de l'espérance de vie pour voir si cette théorie ou d'autres théories qui avaient proposé se vérifient. Et ce suivant, s'il vous plaît. Et ce modèle qui a été publié dans le cadre de l'organisation de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, en 1984. Donc vous voyez à nouveau une courbe de survie, disait dans le fond, si on mélange des données provenant d'enquêtes en population,
sur l'état de santé de la population, sur les maladies chroniques prévalentes, sur l'incapacité, si on mélange cette information avec les données d'une table de mortalité, on peut avoir 3 courbes de survie. La courbe de survie totale, normale, la courbe de survie sans maladie chronique, c'est la courbe, la morbidity, et la courbe de survie sans incapacité. Et sur cette base-là, on pourra calculer 3 espérances, l'espérance de vie totale, l'espérance de vie sans maladie chronique, l'espérance de vie sans incapacité. Et si vous avez des critères de sévérité, vous pouvez raffiner l'espérance de vie sans incapacité sévère. Et la différence des surfaces, ou ce qu'il y a entre les courbes, c'est la valeur de l'espérance de vie avec incapacité, de l'espérance de vie avec des maladies chroniques, mais pas encore d'incapacité. Donc vous voyez, il y a une richesse considérable à injecter des données de morbidité, des données épidémiologiques dans une table de mortalité, parce que immédiatement, on passe d'un indicateur, l'espérance de vie, à toute une famille d'indicateurs. On peut en plus calculer des ratios, c'est-à-dire dire quelle est la part de l'espérance de vie sans incapacité au sein de l'espérance de vie, 80%. Et est-ce que cette part augmente ou diminue au cours du temps? Et là, du coup, on a tous les outils nécessaires pour voir lesquelles des théories qui ont été proposées dans les années 60 et 70, là autour des papiers que je vous ai présentés, allaient se vérifier. Est-ce qu'on allait effectivement, comme le suggère James Fries, vers une compression de la morbidité et de l'incapacité? Pour faire ça, il faut que la proportion de l'espérance de vie avec des maladies chroniques et avec de l'incapacité diminue au sein de l'espérance de vie. Et donc, il suffit que l'espérance de vie sans incapacité augmente plus vite que l'espérance de vie totale, on a mécaniquement cette compression du temps vécu avec des incapacités. Si c'est l'inverse qui se produit, si l'espérance de vie totale augmente plus vite que l'espérance de vie sans incapacité, ça veut dire que notre espérance de vie avec de l'incapacité, c'est elle qui augmente le plus. On est dans une phase d'expansion de la morbidité. Et c'est ce qu'ont défendu un certain nombre de chercheurs à l'époque en disant « nous, on dirige des maisons de retraite, nos patients, c'est surtout des gens atteints de démence. » Et on voit bien qu'on est dans les années 60-70, qu'avec tous les progrès de l'époque, on voit bien qu'en fait, ces gens-là, on les fait survivre beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc aujourd'hui, l'augmentation de l'espérance de vie, c'est d'abord dû au fait qu'on garde les gens malades en vie plus longtemps. Et donc voilà, il y avait vraiment débat. Est-ce que l'augmentation de l'espérance de vie, c'est parce que les gens sont en meilleure santé et donc sont malades plus tard et vont mourir plus tard? Ou bien c'est parce qu'on soigne mieux les gens et on garde les gens malades en vie plus longtemps et qu'on allonge en fait les années de mauvaise santé? Voilà les débats qu'on a eu dans les années 60-70. Et donc l'auteur de cette proposition disait « mais moi j'ai un troisième scénario ». En fait, je pense qu'on va avoir ni une compression de la morbidité, ni une expansion. On va rester dans un équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, si l'espérance de vie augmente, c'est parce qu'on est à la fois efficace pour garder les gens en meilleure santé, ils sont mieux nourris, on soigne plus vite des problèmes de santé bénins. Donc oui, on augmente sûrement l'espérance de vie sans maladie ou sans maladie grave et sans incapacité, mais on est aussi en parallèle plus efficace pour soigner les gens vraiment malades et garder plus longtemps en vie des gens dans des états de santé dégradés. Donc vraisemblablement, l'augmentation de l'espérance de vie totale s'explique par une augmentation de l'espérance de vie sans incapacité, mais aussi une augmentation de l'espérance de vie avec incapacité, et que donc si on calcule les ratios, on risque de trouver que la part de l'espérance de vie sans incapacité au sein de l'espérance de vie reste à peu près constante, même si l'espérance de vie augmente beaucoup, ou a beaucoup augmenté. Et il a appelé cette théorie la théorie de l'équilibre dynamique. Voilà. Donc c'est les trois grandes théories qu'on a depuis la fin des années 60-70, ou la fin des années 70, sur lesquelles tout le monde continue à travailler. Qu'est-ce qui se passe au sein de la population au cours du temps, et avec en particulier l'augmentation de l'espérance de vie? Est-ce qu'on améliore l'état de santé de la population avec une compression de la morbidité et de l'incapacité? Est-ce qu'on accumule des gens en mauvaise santé? C'est l'hypothèse inverse d'expansion. Ou est-ce qu'on garde constant et qu'on est dans cet équilibre? Alors,
moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je pense que, en fait, c'est pas moi qui ai inventé cet indicateur. J'étais un des premiers j'étais jeune chercheur, je travaillais au Canada à ce moment-là, et j'avais recensé tous les indicateurs proposés dans les années 60, début des années 70, pour avoir des indicateurs plus sophistiqués que simplement l'espérance de vie pour apprécier l'état de santé d'une population. Et là, j'ai trouvé des usines à gaz. Et j'ai trouvé des choses absolument extraordinaires, des choses très mathématiques, mais qui demandaient des données absolument impossibles à accumuler, ou avec une fortune extraordinaire. Et puis, dans tout ça, il y avait un indicateur proposé par un certain monsieur Sullivan, qui était de faire un calcul d'espérance de vie sans incapacité en injectant très simplement dans les tables de mortalité la prévalence de l'incapacité par sexe et par âge. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, en fait, on sait depuis très longtemps, et on a un vrai succès d'estime, hein, je veux dire, depuis, moi j'ai travaillé, mon premier article sur cette question date de 1982, on a été encensé par tout le monde. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Sauf que personne n'a fait, parce que pour faire ça, il faut avoir une enquête santé et ne pas y toucher, ou très rarement, on va dire tous les 15 ans, on dit attention, on va réviser le protocole pendant 2 ans, où on va diviser l'échantillon en 2, on va faire passer l'ancienne enquête et la nouvelle, pour voir comment on a un changement dans les tendances, hein, des statistiques. Et bon, malgré tout, on a une collègue américaine, Eileen Crimmins, surtout parce que je l'ai beaucoup poussé, qui dit même s'il y a eu des changements de protocole dans l'enquête santé américaine par interview, quand même, fondamentalement, c'est la même enquête depuis qu'elle a été inventée en 1962. C'est une enquête permanente. Il y a un service entier qui ne travaille que sur ça. Il y a à peu près 400 ménages qui sont vus toutes les semaines, donc c'est voilà, et qui travaillent que. Il y a eu des révisions à peu près tous les 12-15 ans, mais globalement les choses n'ont pas tellement changé, et ça a permis, vous voyez, mais je ne pourrais pas vous montrer la même chose en France, on a 40 ans de recul. Et sur 40 ans de recul, on voit, alors les hommes et les femmes, on voit le trait plein, c'est l'espérance de vie, donc clairement on voit augmenter au cours du temps l'espérance de vie, et puis vous voyez en dessous, en pointillé, l'évolution de l'espérance de vie sans incapacité. Du côté des hommes, on voit peut-être un peu moins bien, on le voit plus clairement du côté des femmes, on voit bien que l'espérance de vie sans incapacité augmente aussi. Ce qu'on ne voit pas forcément là, on voit que l'espérance de vie augmente, on voit que l'espérance de vie sans incapacité tend aussi à augmenter. Ce qui n'est pas si clair, c'est la différence entre les deux, donc qui représente l'espérance de vie avec incapacité. Là, ce n'est pas si clair. Est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle n'augmente pas? Bon, il faudrait changer d'échelle. Mais si on fait ce que je vous disais, suivante s'il vous plaît, si on calcule le ratio, donc on rapporte tout simplement ces deux quantités, quelle est la proportion de l'espérance de vie sans incapacité au sein de l'espérance de vie? En fait, si on oublie le premier point, celui de 1970, on peut dire c'est un peu ancien, on regarde les 30 dernières années de 1980 à aujourd'hui, 2010, en particulier si on regarde du côté des femmes, bon, mais aussi vrai du côté des hommes, donc c'est la ligne rouge, il n'y a aucun changement. Ça fait 30 ans qu'aux États-Unis, l'espérance de vie sans incapacité représente 80%, 81% de l'espérance de vie totale. Donc, forcément, là, on a une réponse, la partie complémentaire augmentait aussi, et en proportion. Donc, voilà, ça c'est ce qu'il faut regarder. Après, on peut trouver des détails, c'est la plus longue série, on peut prendre une série en Angleterre, on peut prendre une série aux Pays-Bas, on va trouver des petites variations par rapport à ça. Mais globalement, depuis qu'on péniblement on assemble des séries chronologiques, elles nous disent tous la même chose. On ne s'écarte pas beaucoup de l'équilibre dynamique. On peut s'en écarter, c'est-à-dire qu'on peut avoir, on va dire, une expansion de la morbidité légère, c'est-à-dire qu'on a un certain déclin dans ce ratio, où on peut avoir une compression de la morbidité légère, c'est-à-dire une certaine amélioration de ce ratio. Mais globalement, l'espérance de vie sans incapacité évolue proportionnellement à l'espérance de vie totale. Et donc du coup, vous voyez, dans un pays comme la France, malheureusement, en France,
on a une série chronologique, pareil, avec un calcul tous les ans, depuis 2004. On ne l'a pas parce qu'en France, on a décidé de mettre en place une enquête santé qu'on allait répéter tous les ans sans y toucher. On l'a parce que la Commission européenne a décidé et a imposé au pays de mettre en place une enquête identique pour pouvoir faire des calculs, parce que c'est une décision de la communauté européenne, dire mais ça suffit maintenant, on doit disposer tous les ans pour les 28 pays d'Europe d'un calcul strictement comparable d'espérance de vie sans incapacité. Donc c'est Eurostat qui s'en charge. Alors bon, mon équipe par exemple travaille en collaboration tout à fait étroite avec Eurostat, mais officiellement les valeurs officielles estampillées de la Commission européenne sont calculées par Eurostat. Ben, vous voyez, par rapport à ce petit bout, 10 ans, on aurait un quart du graphique, donc ce ne serait pas très conclusif, mais ça montre la même chose. En France, on trouve la même chose. La proportion des années vécues sans incapacité reste globalement constante au cours de ces 10 ans. Alors, tout augmente, et l'espérance de vie augmente beaucoup plus en Europe, et beaucoup particulièrement en France, qu'aux États-Unis. Donc, si on a une forte augmentation de l'espérance de vie totale, et qu'on a une augmentation proportionnelle de l'espérance de vie sans incapacité, ça veut dire qu'on a aussi une augmentation de l'espérance de vie en incapacité. Donc effectivement, en France, la durée de vie en incapacité tend à augmenter. Mais, et ça c'est la nouvelle positive, en fait, si on se réduit à l'espérance de vie sans incapacité sévère, en gros ça correspond aux états de dépendance qui méritent une notation sur les grilles Agir de 3, 4, 5, 6, quoi, les états les plus sévères qui pourraient justifier une entrée en institution ou voilà, un maintien à domicile. Là, on n'observe pas d'augmentation au cours du temps. C'est-à-dire que l'augmentation de l'espérance de vie avec incapacité concerne les états d'incapacité les plus légers, les plus modérés, mais ne concerne pas les états d'incapacité lourds. Il semblerait, et ça beaucoup d'études permettent de le penser, il semblerait que, en fait, on ne puisse pas, dans l'état actuel, quand on est dans des états de santé dégradés et qu'on va vivre dans des maisons de retraite, qu'on ne puisse pas y vivre plus longtemps que 2 ans et demi si on est un homme et 3 ans et demi si on est une femme. C'est des espèces de constantes qu'on retrouve dans tous les pays à toutes les époques, enfin toutes les époques, depuis qu'on a des études épidémiologiques, c'est-à-dire depuis, on va dire, les années 80, qu'on en a de plus en plus, 90 et 2000, on retrouve à peu près tout le temps dans les lieux qui prennent en charge les personnes qui ont perdu leur autonomie, on retrouve ce type de durée de vie. On note au passage qu'il y a quand même un écart très important entre les hommes et les femmes, c'est que même dans ces états de santé très dégradés, les femmes semblent avoir une capacité à survivre beaucoup plus grande que les hommes. Moi, je peux parler toute la journée, donc vous me dites quand vous en avez assez. Et simplement, on entend des nouvelles de Philippe Vigier qui nous rejoint. Je ne sais pas s'il est à l'heure ou pas, donc vous avez 10 minutes, un quart d'heure à peu près, et puis vous avez le temps de passer quelques questions. D'accord. Donc ça, c'était, en fait, c'était pour voilà, fixer la scène. Donc, ce qu'on pense, les théories, les instruments et quand même ce qu'on a observé. Suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, je vais vous emmener en France et il se trouve qu'en France, grâce à la statistique de France française qui a été mise en place au début du 19e siècle, on a une richesse statistique absolument extraordinaire et qui a été peu, de mon point de vue, utilisée, en tout cas qui n'a pas été utilisée pour étudier cette question, et en particulier la question de la rectangularisation de la courbe de survie et la question de l'allongement, de la déformation ou pas de la courbe de survie avec l'augmentation de la longévité. Voilà, suivante s'il vous plaît. Et donc ici, vous voyez, en fait, il y a 200 distributions sur ce graphique, parce que, alors on va détailler un petit peu, la légende, vous en voyez qu'un petit bout. En fait, vous avez la distribution des durées de vie féminines en France, issues des tables de mortalité, ce qui veut dire sous les conditions de mortalité du moment, qui sont successivement 1816 à 2016. Donc il y a effectivement 200 années, et là vous avez la déformation
Alors le projecteur n'est pas très puissant, et je suis désolé parce que moi j'ai pris du coup des lignes qui étaient de plus en plus claires, mais vous, ou alors je ne sais pas si on peut éteindre une seconde pour que vous voyez vraiment la vague, la puissance du mouvement, et que vous arriviez à vous imprégner du fait que c'est comme une vague qui se lève et qui bouge et qui avance, et que dans le fond, l'augmentation du nombre des centenaires ou des nonagénaires, c'est juste discuter d'un point sur une distribution d'ensemble qui concerne toute la population et qui est en train de bouger vers des âges plus élevés. Et qu'il n'y a aucun mécanisme particulier qui explique le nombre des nonagénaires ou des centenaires, et qu'il n'y a rien à trouver en se focalisant sur ces individus, qu'en fait, ils font partie d'une distribution et que la dynamique concerne cette distribution. Et donc, on va passer au suivant, où ça va être plus clair. Donc ici, ouais, un peu plus clair, j'en ai éliminé 4 sur 5. Donc en fait, on voit exactement la même série, sauf que vous avez la série de 1816, 1820, 1825, etc. Ça permet de clarifier le graphique. Et déjà, si vous voyez comme ça, vous pouvez voir, on a l'impression qu'il y a en fait 2 paquets de courbes. Et que si vous regardez aux âges jeunes, entre on va dire 12 et 40 ans, on a l'impression que il y a 2 paquets de courbes qui sont vraiment séparés par du vide. C'est-à-dire que c'est comme si c'était... Voilà. Et ça, vous allez voir, c'est un point important. Suivante, s'il vous plaît. Oui, alors, reculer d'un coup. Reculer d'un coup. Voilà. Vous en voyez une qui est plus épaisse là, c'est la toute première, c'est juste pour vous dire d'où on part. Vous voyez, il y en a une qui est surlignée en rouge, c'est celle de 1816. C'est pas forcément celle qui a la mortalité infantile la plus élevée, mais on est vraiment dans ce groupe-là. Voilà, c'est vraiment les conditions de mortalité de 1816, et donc il y a une mortalité infantile considérable, à tel point que j'ai dû même censurer une partie de cette mortalité infantile, sans ça l'échelle aurait été complètement écrasée. Et puis après, bon, ben, la mortalité diminue et va passer à un minimum. Officiellement, les calculs disent à 11 ans, vous voyez, vers 12 ans. Et puis après, il y a une remontée, et vous voyez, vous avez un plateau entre l'âge de 20 ans et 50 ans, qui est considérable. C'est ça la mortalité prématurée. Alors, chez les hommes, c'est une mortalité essentiellement violente. Ça peut être les guerres, ça peut être les bagarres, ça peut être les accidents du travail. Chez les femmes, c'est la mortalité en couche. Hein, c'est la mortalité en couche qui est absolument considérable. C'est des taux de mortalité, mais incroyablement élevés, en fait. Hein. Alors, ces graphiques sont pour 100 000 à la naissance. C'est ça qui fait qu'on peut tous les mettre sur la même chose. Et donc, vous voyez que quand on est à 1000, 1000 correspond à 1%, si vous voulez, et vous voyez que ce plateau est un peu en dessous de 1%. On va dire que même si on est à 5 pour 1000, ça veut dire que tous les ans, enfin, ça veut dire qu'entre les âges de 20 ans et de 40 ans, il y a 5 femmes pour 1000 à tous les âges qui meurent. C'est vraiment considérable. Ça fait du coup, c'est ça qui explique, vous allez voir les courbes de survie, les gens meurent à tous les âges de la vie. Enfin, c'est complètement impressionnant. Et puis après, vous voyez, il y a un petit maximum, en fait, entre 72 et 73 ans, qui, depuis qu'on a des statistiques, est l'âge le plus fréquent au décès. Historiquement parlant, depuis qu'on a des statistiques, et ça commence avec une table de mortalité pour la Suède en 1750, on a un petit mode qui est un petit peu au-dessus de 70 ans, vers 72-73 ans, qui semble être l'âge le plus fréquent au décès. Et pendant très très longtemps, et même je pense encore pour beaucoup de mes collègues, je pense encore que l'âge le plus fréquent au décès, l'âge normal, l'âge autour duquel doivent mourir les personnes âgées, c'est 70 ans. Voilà. Et puis vous voyez, après, les derniers à mourir, on ne sait pas, mais c'est vers 95 ans peut-être. Hein. Vous voyez, quand disparaît cette courbe surlignée en rouge, c'est peut-être vers 85 ans. Suivante, s'il vous plaît. Alors, on est passé, là on a fait un saut considérable. On est en 1800, la deuxième que vous voyez en bleu maintenant apparaître, on est 50 ans plus tard, on est passé en 1890,
Donc on est vraiment à la fin du... on est en 1890. Donc on est plus que 50 ans plus tard, on est presque un siècle plus tard, à la fin du 19e siècle, et vous voyez que rien n'a changé. En termes de population, en France, au cours du 19e siècle, strictement rien n'a changé. Les courbes sont quasiment, vous pouvez quasiment les mettre l'une sur l'autre. Il y a la même mortalité infantile qui est considérable. Vous avez exactement la même mortalité prématurée entre 20 et 40 ou 50 ans. Et puis, l'âge le plus fréquent au décès, c'est aussi vers 72-73 ans. Et vers 95 ans, disparaît le dernier survivant dans ces conditions de mortalité. Suivant, s'il vous plaît. Et là, je vous emmène un petit peu, on va aller 55 ans plus tard. Et 55 ans plus tard, en fait, on est en 1945, on est au lendemain de la guerre. Et vous voyez qu'en fait, avec ces trois courbes, j'entoure parfaitement le premier paquet de courbes. J'entoure parfaitement le premier paquet de courbes. On sait, mais la mortalité infantile reste tellement forte en 1945 qu'elle est encore censurée par ce que j'ai fait, là, par mon choix d'échelle. Mais on voit quand même, par rapport aux courbes précédentes, qu'il y a eu un effondrement de la mortalité infantile, en particulier un effondrement de la mortalité juvénile, c'est-à-dire de la mortalité, on va dire, entre 3 et 5 ans. Par contre, on a encore de façon très significative une mortalité prématurée, qui va jusqu'à l'âge de 40 ou 50 ans. Et puis, il y a eu un petit décalage, mais ça, personne n'a vu. Il y a eu un petit décalage dans l'âge le plus fréquent au décès, c'est devenu 80 ans. C'est quand même pas négligeable, ça représente un gain de 7 ans. C'est-à-dire que l'âge le plus fréquent pour décéder pour les personnes âgées a bougé de 7 ans. L'âge le plus fréquent au décès, maintenant, c'est 80 ans. Mais après, vous voyez, il y a ce déclin. Et puis, c'est difficile à dire vers quel âge disparaissent le dernier, mais là, on touche 100 ans. On touche 100 ans. On se dit, d'ailleurs, les chiffres, madame à côté de moi disait, je ne sais plus pour quelle année elle en parlait, on avait une centaine de centenaires. Donc, on touche 100 ans. Suivante, s'il vous plaît. Et là, on a quelque chose, alors s'il y a des historiens parmi vous, là il y a des thèses à faire, c'est des choses qui n'ont jamais été étudiées. On est très peu de temps après, là en fait, parce qu'on est passé en 1950. On est passé 5 ans plus tard. On est dans une phase très particulière de l'histoire de France, c'est la reconstruction. La guerre est terminée, on est 5 ans après la fin de la guerre, et là, tout a changé. Et on est rentré sur le nouveau paquet de courbes. On a littéralement, au cours de ces 5 ans qui ont suivi la fin de la guerre, 1945-1950, on a littéralement effondré la mortalité infantile, quasiment fait disparaître la mortalité juvénile. La mortalité prématurée est détachée, est devenue très bas. Je ne sais pas qui c'est ça dans la salle, que là, ça a été une période de progrès en termes de santé publique assez fabuleux. Et puis, on a effectivement ce mouvement qui continue, c'est-à-dire que l'âge le plus fréquent au décès s'est élevé, et maintenant nettement au-dessus de 80 ans. Et puis là, la courbe arrive clairement à 100 ans, ou même un peu au-dessus de 100 ans. J'accélère. Suivante, s'il vous plaît. Alors la suivante, elle a un intérêt particulier, c'est qu'elle représente la situation de 1980, en France, 1980. Et 1980, c'est l'année où a été publié l'article de James Fries dans le New England Journal of Medicine, où il a dit la valeur la plus fréquente au décès qu'on n'atteindra jamais de la courbe idéale, c'est 85 ans. Eh bien, les Françaises étaient déjà sur la distribution idéale en 1980. L'âge, c'est ce qui montre, aujourd'hui on ne peut plus faire ce genre de coup, mais en 1980, on avait une telle méconnaissance des statistiques, et puis il y avait un tel retard dans la disposition des statistiques, qu'on pouvait présenter comme valeur idéale qu'on n'atteindra jamais, la valeur qui était déjà atteinte. Donc 85 ans, en 1980, était la durée de vie la plus fréquente dans les conditions de mortalité féminine de la France, et on voit bien que les derniers survivants dépassent l'âge de 105 ans. On le voit là, et donc on voit, et puis la dernière, c'est pour vous montrer où on en est en 2016. Et
Et donc, suivante, s'il vous plaît. Et donc, vous voyez, voilà, ça a permis de remettre un peu de contraste sur ce graphique et sur cette vague. Et vous voyez ce fantastique mouvement auquel nous assistons. Suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour revenir. Vous pouvez faire un aller-retour de l'une à l'autre, reculer un peu. C'est pour faire voilà, montrer la différence. Non, mais pas autant, pas autant. Non, 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 en avançant, voilà. En avançant. Voilà, avancez. Bon, ça, c'est pour vous rappeler quelle était la courbe. Ça, c'était pour vous rappeler quelle était la courbe idéale de James Friis, avec ce côté extrêmement rectangulaire. Et puis ici, suivante, s'il vous plaît. C'est la réalité de ce qu'on a observé en France, avec effectivement des courbes qui se déplacent tout le temps vers des âges plus élevés, mais qui ne se rectangularisent absolument pas. Et d'ailleurs, on a l'impression à l'œil, mais c'est vrai quand on fait des calculs, que les dernières courbes se dérectangularisent. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de suivre le mouvement qui était prévu, il y a plutôt une tendance aux courbes à s'échapper de plus en plus vers des valeurs élevées. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, alors là c'est dommage qu'on ne voit pas bien les courbes, et donc ici, non, attendez, reculez, c'était juste pour voir, et donc ici, on voit bien, la flèche, elle est exactement à l'âge de 100 ans, et on voit bien comment, en quelques années, on passe d'une situation où, évidemment, personne ne survit à l'âge de 100 ans, donc c'est un fantasme de penser qu'autrefois il y avait des centenaires, que la courbe de survie atteint à peine l'âge de 100 ans en 1945, et puis la dépasse très largement, puisqu'aujourd'hui elle se finit à l'âge de 110 ans, et en même temps on voit monter les effectifs des gens qui sont survivants à 100 ans. Suivante, s'il vous plaît. Et c'est exactement la même chose, suivante. C'est exactement la même chose pour la distribution des âges au décès. Personne, là c'est à nouveau 100 ans qui est pris à titre d'exemple comme limite, personne ne décédait à l'âge de 100 ans, alors qu'aujourd'hui beaucoup de gens vont fêter leur 100e anniversaire et aller mourir au-delà. C'est encore plus impressionnant si au lieu de tirer le trait à 100 ans, on le tire à 90 ans. Vous voyez, imaginez si j'avais tiré le trait à 90 ans. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est l'âge le plus fréquent au décès en France aujourd'hui des femmes dans les conditions de mortalité actuelles, c'est 91 ans. C'est à 91 ans dans les conditions de mortalité de 2016 qu'on observe le plus de décès féminins. Hein, c'est dans l'état, c'est pas dans la réalité, parce que la réalité est composée de 100 corps qui vivent leur vie simultanément. Mais dans les conditions du moment, et à ce moment-là, à peu près 40% des individus survivent à l'âge modal au décès. Ce qui veut dire qu'en France, toujours dans les conditions actuelles, qui préfigurent finalement ce que vont connaître les corps du futur, 40% des décès se produisent à 90 ans ou au-delà. Aujourd'hui, 40% dans les conditions de mortalité déjà acquises, je veux dire, on peut arrêter de faire du progrès, ça c'est déjà acquis. Donc toutes les générations qui vont nous suivre ont déjà ça comme acquis. C'est-à-dire qu'il y a déjà comme garantie que 40% d'entre elles vont fêter leurs 90 ans et donc vont vivre au-delà et vont mourir au-delà. Donc quand on dit que le 4e âge, même si aujourd'hui on a encore des petits nombres, quand on compte les nonagénaires ou les centenaires, en termes de futur collectif, on n'est pas encore à la majorité, mais on n'est pas loin de dire la majorité des femmes auront une tranche de vie comme des nonagénaires avant de mourir. Voilà. Alors, je vais aller très très vite. Donc, pour introduire, donc, les questions, c'était effectivement avec cet allongement considérable de la durée de la vie, c'est est-ce qu'on peut atteindre ces âges, 85-90 ans, en bonne santé? Est-ce qu'on peut améliorer ou conserver, est-ce qu'on peut conserver si longtemps un bon statut fonctionnel? Donc, pour ceux qui sont déjà là, est-ce qu'on peut améliorer l'état de statut fonctionnel des nonagénaires et des centenaires? Est-ce qu'on peut améliorer leur niveau de participation sociale? Parce que, en fait, si moi je suis obligé de vous dire qu'il y a autant de nonagénaires et de centenaires en France, c'est parce qu'on ne les voit pas. Quand on sort dans la rue, quand on va au cinéma, quand on va au supermarché, on ne les voit pas. C'est une population qui soit vit à domicile, soit vit dans des maisons de retraite, mais dans tous les cas est confinée. Donc en fait, elle nous est cachée, cette population. Et donc, d'où la question, est-ce qu'on peut améliorer
leur participation sociale et leur qualité de vie. Et d'ailleurs, c'est quoi leur qualité de vie? Parce que tous les articles, y compris l'article que je vous ai présenté en début sur le successful aging, ce sont des articles qui imaginent que la vie est limitée à 85 ans et que pour eux, la vieillesse, c'est entre 70 et 85 ans. C'est pas, ce quatrième âge n'existait pas dans ce modèle. Et en fait, personne n'a vraiment une idée, c'est quoi ce concept de qualité de vie que nous, on conçoit bien comme jeune adulte ou comme adulte d'un certain âge dans mon cas, mais quels sont les éléments qui comptent pour une personne âgée de 90 ans ou de 100 ans? Qu'est-ce qui contribue à son bien-être, à sa qualité de vie? Est-ce que c'est effectivement d'être autonome, comme nous on le pense, et comme on lui dit tu dois rester autonome? Est-ce que c'est de rester vivre à son domicile, comme on lui dit? On dit tous en cœur, c'est ce que veulent les personnes âgées, elles veulent rester chez eux, donc aidons-les à rester chez eux. Qui vraiment, combien d'études on a, combien d'études ont été faites par des gens qui savent parler avec des personnes très âgées, non seulement elles entendent mal, mais elles sont d'une autre génération, elles ont d'autres habitudes de vie. Il y a eu combien d'études menées par des spécialistes, des anthropologues, etc., pour savoir vraiment qu'est-ce qu'elles veulent, voilà. Donc on sait, voilà, tout ça, hein, donc je vais aller très très vite. Et donc derrière tout ça, il ressort quelque chose qui est important, c'est aussi un concept qui est apparu récemment, donc c'est le troisième papier que je vous montre, il est paru en 2001. Il est dû à Linda Fried et son équipe, c'est la notion de fragilité. Et ce cas, en fait, Linda Fried, comme tout le monde à l'époque, travaillait d'abord sur l'incapacité des personnes âgées, et elle était, en fait, elle voulait travailler sur les états les plus légers où, comme c'est une gériatre et que son objectif c'était la prévention, c'était en fait sur les précurseurs d'une certaine façon. Et donc elle s'est lancée, elle a toute une série de papiers sur la predisability. Mais c'est un concept qui marchait mal, elle n'a jamais eu un succès extraordinaire en vendant ses papiers sur... Alors, c'était quoi la pré-incapacité? C'était par exemple, c'est pas qu'on ne fait pas, c'est qu'on le fait mais plus lentement, ou moins souvent. Donc on ne peut pas vraiment mesurer que la personne a une incapacité, parce que la personne continue à marcher par exemple, mais elle marche moins loin, ou elle marche moins vite, ou elle se repose plus souvent. Elle continue à faire la cuisine, mais pas tous les repas. Donc voilà, elle était sur ce genre de nuances. Et c'est en travaillant autour de ça a émergé dans ses travaux l'idée de la fragilité. C'est qu'en fait, et elle disait, dans le fond, si on veut bien qualifier une personne âgée, connaître son âge, 88 ans, savoir que cette personne a plusieurs maladies chroniques, un diabète, une maladie cardiaque, savoir que cette personne a des incapacités, des troubles de la vision importants, ne suffit pas pour savoir quel est vraiment son devenir. Et que si moi je suis son médecin, je n'ai pas l'information qui me suffit pour savoir en disant je peux la revoir dans 15 jours ou dans un mois, ou non, il faut que je la revoie dans les 3 jours. En fait, je ne sais pas quelle est, est-ce qu'elle est stable. Et dans le fond, ce qui est essentiel pour pouvoir faire un pronostic. Et dans le fond, la question après, elle est devenue, mais est-ce qu'elle est robuste? Peu importe son état, elle est dégradée, elle a 2 ou 3 maladies chroniques, elle a un certain niveau d'incapacité, mais l'état est stabilisé, il est stable, donc je ne suis pas inquiet. Je peux partir en vacances, faire une partie de golf, je la retrouverai a priori dans le même état quand je reviendrai. Ou est-ce que est sortie cette notion de fragilité? Et la fragilité, ou le contraire, c'est la robustesse, c'est la capacité à faire face à tous les stress de la vie, que ce soit des grands, des petits stress. Et vraiment, elle liste des choses tout petites comme des grandes choses. C'est le stress de la vie. Et pour elle, la fragilité, c'est la perte de cette capacité de résister, et qu'elle dit que ça se produit indépendamment de l'âge, indépendamment du nombre de maladies chroniques, de l'incapacité. C'est vraiment la conséquence de la sénescence, donc le temps qui passe avec l'organisme qui se dégrade, hein, donc c'est comme ça qu'elle le présente, c'est vraiment une fragilité physiologique avec progressivement une perte de toutes les réserves, hein, les réserves musculaires, les réserves cognitives, toutes les réserves qui fait qu'on est capable de faire face à tous les incidents de la vie, qu'ils soient grands ou petits. Et d'ailleurs, on voit bien, quand on pense à quelqu'un de fragile, on va facilement penser au bébé. Et on voit que dans le passé, un rien les tuait.
Et en fait, pourquoi rien les tuait? C'est parce qu'ils étaient fragiles. Et donc, d'où le mystère, on ne sait souvent pas marquer quelle est la cause de mortalité d'une personne âgée. Parce que ce qui emporte une personne âgée fragile, hein, une personne fragile, ben, normalement, ça emporte personne. Et si vous êtes écrasé par un autobus, quel que soit votre âge, vous allez y passer. Donc là, c'est clair, la cause du décès. Monsieur, est-ce qu'on peut vous laisser 5 minutes pour conclure? Parce que je crois que M. Vigier a j'avais ensuite des obligations, sont obligés de nous quitter. Quitte après ce qu'on revienne au moment des questions-réponses sur le sujet, on aura un peu plus de marge de manœuvre. Voilà, donc j'ai terminé. Je finis juste là-dessus. Donc avançons. Donc du coup, ce qui s'est beaucoup développé, c'est l'épidémiologie de la fragilité. Ceci dit, dans toutes les méta-analyses qu'on a pour l'instant, l'essentiel de l'information sur la fragilité qui est aujourd'hui vendue comme le meilleur indicateur pour les très âgés concerne les populations âgées de moins de 85 ans. On a encore de très petits effectifs qui ont été enquêtés pour aller mesurer la fragilité des personnes donc concernées par cet indicateur. Suivante, s'il vous plaît. Malgré tout, sur la base de toutes ces informations, on peut avoir cette idée de la prévalence de la fragilité dans les populations des personnes très âgées actuelles, c'est-à-dire en gros population européenne, nord-américaine ou japonaise. Pratiquement personne n'est fragile, on est à 5% dans la tranche d'âge 65-70 ans et on monte à des taux de fragilité qui dépassent largement 60% chez les centenaires avec cette allure-là. Je pense que j'ai fini.